7 jours qui font les Mali. Bonsoir chers téléspectateurs, au plaisir de se retrouver une fois pour votre émission Coup franc, émission de débat sans tabou, sans faux fuyant. Notre invité d'aujourd'hui est docteur en agronomie, il est économiste-chercheur, directeur exécutif du Centre CNL. Notre invité n'est rien que le professeur Ablaïnian qui n'est plus à présenter, car l'homme, par sa trace, par son parcours, n'est plus à démontrer, mais nous voulons savoir aujourd'hui les raisons. Qu'est-ce qu'il pense de la crise qu'a traverse le pays actuel? Qu'est-ce qui a motivé bien sûr le professeur Niang, dont certains ont trouvé que était un homme aussi discret, se retrouve un coup au devant de la scène, surtout avec les opposants du M5 RFP. Docteur, pour ne pas dire professeur, bonsoir. Bonsoir. Au plaisir de vous recevoir sur le plateau de M7 Télévision. Soyez la bienvenue à Djogoni Maya Blum. Merci, pas de problème. Bon. Alors professeur, d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, quelle analyse faites-vous d'abord de la situation de la crise actuelle du pays? Cette crise, nous l'avons anticipée depuis une douzaine d'années, sur le plan malien, mais aussi sur le plan international. Nous avons discuté de la crise sociale globale et sécuritaire à travers le Centre d'études stratégiques pour l'Afrique qui est basé à Washington, au Pentagone, avec des colonels et généraux de l'Union européenne, mais aussi américains et africains. Donc nous avons une meilleure explication de la crise sociale globale et sécuritaire. Mais cette crise actuelle est une crise réelle qui se trouve dans cette crise sociale globale et sécuritaire. La crise réelle qui est là, nous l'avons anticipée en 2018. Nous avons organisé une conférence de débat à la Maison de la Presse avec l'honorable Muntagatal comme modérateur et certains de vos collègues, P.A. Sonam, Tian Tangara et autres. Et on avait anticipé que si l'élection présidentielle avait lieu avant l'élection des présidents des régions, que nous appelons des régions-États, une notion politiquement impossible, mais ne vous le leurrez pas, elle est stratégiquement inévitable d'aller vers le fédéralisme malien, la Fédération des régions États-Unis du Mali. Nous parlons de chercheurs, mais parlons de Djogoni Maya parce que Djogoni Maya a trois structures. Il y a une structure qui est sous la coordination des DOSO, donc vous connaissez les valeurs sociétales et culturelles, et ça s'appelle le réseau de coordination d'action citoyenne pour la défense du droit. Le droit économique, le droit civil et politique et les droits sociaux et culturels. Et vous avez la coordination nationale de veille stratégique et citoyenne qui est pour l'interpellation, qui travaille avec les médias. Et vous avez le Centre CNL d'études stratégiques qui est affilié ou qui est né de l'inspiration du Centre d'études stratégiques qui se trouve à Washington, lié à la National Defense University des États-Unis, où beaucoup de gens comme le colonel Nema Sagara, le général Koulibaly Kandjabate ont passé par. Donc, nous avons anticipé sur la crise. Et cette crise réelle, nous la comprenons très bien et on l'a réduit dans sa dimension réelle. Nous ne sommes pas comme les politiciens ou ceux qui pensent être des chercheurs, mais qui ne cherchent pas la cause profonde. Et s'ils ont une petite relation sous-jacente, ils en font la cause profonde. La crise réelle aujourd'hui, si je me permets, elle est due à un système de médiocre gouvernance. Mais quand l'imam Diko, c'est normal, quand il parle de mauvaise gouvernance et Kaoudjim, mauvaise gouvernance, on ne peut pas s'arrêter à cette expression. On ne peut pas prendre des décisions sur la base de ce jugement de mauvaise gouvernance. Justement, vous êtes membre du M5 RFP, le Rassemblement des forces patriotiques.
Peut-on savoir réellement qu'est-ce que vous voulez concrètement, vous reprochez quoi exactement au président Ibrahim Boubacar Keïta? Bon, je vais, avec la permission de collègues, parce que nous sommes dans Djogon Mayablon avec certains des collègues qui sont là, y compris le coordinateur Daouda Doumbia, nous n'avons jamais été membres du M5. On n'a jamais été invité à une réunion quelconque du M5. Pourtant, je suis le directeur exécutif du Centre sénégalais d'études stratégiques. Ils ont un comité stratégique, mais ils ne se fondent pas sur les résultats des études stratégiques qui ont défini une vision, n'est-ce pas, qui ont défini une stratégie, je ne vais pas dans le détail, et qui ont défini un modèle pour atteindre les objectifs des citoyens. Et nous disons que avant que le M5 ne soit là, nous avons flirté avec la CEMAS, nous avons rencontré le parrain dans plusieurs réunions. Notre respect va vers lui parce que nous avons une convergence de vie. Et sur le point essentiel sur Ibrahim Boubacar Keïta, comme tu dis, on a reproché à Ibrahim Boubacar Keïta, avant la naissance du M5, que Ibrahim Boubacar Keïta était d'un système de médiocre gouvernance. La gouvernance sociale et culturelle n'est pas bonne. Il a mis en conflit tout le monde, y compris dans les familles. La médiocre gouvernance économique et d'entreprise. Le 4 août 1999, c'est lui qui a fait, dans son gouvernement, qui a pris un décret pour donner un permis d'exploitation qui nous exproprie notre or, notre droit de jouissance sur nos terres, notre droit de propriété sur nos terres, qui nous empêche d'avoir la souveraineté économique. Ça, c'est le 4 août 1999. Et le 18 septembre 1999 aussi, ils ont créé un faux plan qui ne nous permet pas d'exploiter 1115 hectares de terre qui se trouvent à Samanko, dans Bamako-Ouest. Donc, nous reprochons des choses sur lui. Mais, en 1999 aussi, son gouvernement a amené une loi, par ordonnance, qui est devenue la loi 04051 en 2004. La loi 04051 du 23 novembre 2004, portant organisation générale de la défense nationale. Et cette loi-là, si elle était appliquée, on n'allait pas donner de la primauté à la promotion militaire qui est pour la fraude de la dissimulation. On vous entend parler, c'est comme vous avez une dent contre le président de la République. Oui, la famille de Atar Maïga pense que nous avons une dent contre eux. On va dire la vérité, n'est-ce pas? On est là pour dire la vérité, c'est bien ça? Bien sûr. D'accord. Écoutez, vous voulez que je vous dise la vérité? Oui, dites-nous la vérité. Les deux sœurs de Aminata Maïga, Mme Keïta, sont aux Nations Unies. Nous avons joué un rôle déterminant. Moi, Abdoulaye Niang, j'ai joué un rôle déterminant pour qu'ils soient aux Nations Unies. Lala Bembarka et Suzanne Madame Konaté. Absolument. Il ne peut pas me regarder dans les yeux et dire autrement. Si j'étais contre eux, est-ce que j'allais faciliter leur entrée aux Nations Unies? Non. Ibrahim Boubacar Keïta, en novembre 2011, j'étais encore à Washington après Kadhafi a été tué. J'ai dit le printemps va venir au Mali. Le printemps arabe va rentrer au Mali. On en fera le printemps malien. Et j'ai cherché, en tant que chercheur, j'ai cherché quelles sont les lois possibles qui peuvent m'aider à l'inclure en dehors de la Constitution. On a trouvé la loi 04051, qu'on appelle la loi IBK. Quand c'est venu sous forme d'ordonnance, en 1999, c'était lui qui était Premier ministre. Quand ça a été transformé en loi en 2004, c'était lui le président de l'Assemblée nationale. Il dit on va les chercher maintenant pour être président. Donc il aura ces trois fonctions, la main libre pour pouvoir appliquer le potentiel de cette loi, surtout l'article 6 qui permet de réquisitionner l'or, qui permet d'exproprier les sociétés multinationales qui nous ont exproprié dans un premier temps et nous dans un deuxième temps l'article 20 de la Convention d'établissement nous permet de les exproprier. Donc je dis, je cherche cet homme-là qui est à la base de la loi. Et on a eu 3 séances de travail avec Ibeka jusqu'au janvier 2013 et l'honorable Djarasouba peut témoigner. Il nous a appelés pour nous dire, c'est lui qui nous a dit, nous allons constituer, je vais constituer 3 personnes, 3 structures. Et le chef de Nyoro, le vieux Sirou Bandjakouatim,
et Djokovic Maya. On lui a dit, monsieur le futur président, si vous dépassez 6 mois de transition pour aller vers un mandat de 5 ans, vous ne connaissez pas le début, vous ne connaissez pas le début comme il faut. Et quand on ne connaît pas le début de quelque chose comme il faut, la fin va se troubler. On lui a dit de façon claire et nette. Et on a insisté là-dessus. On a dit, si tu vas pour 5 ans, tu seras dans la honte. Il sera dans la honte. Et il est dans la honte. Il a 8 ans. Aujourd'hui, le M5 RFP, ça, vous n'êtes pas membre, mais vous êtes beaucoup aux rencontres de ce mouvement. Est-ce que vous êtes d'avis, vous soutenez aussi que le président de la République puisse dégager avec son régime? Et si vous nous avez suivis, nous avons toujours parlé de renonciation volontaire. On a dit le printemps malien, mais sur la base d'une renonciation volontaire. Une personne que tu as choisie en 2011 suivant des critères scientifiques qui n'ont rien à voir avec la politique. On n'est d'aucun parti politique. On n'est affilié à aucun parti politique et on ne sera pas affilié à un parti politique, mais nous faisons des solutions de rechange aux politiques existantes. Donc ça, on ne peut pas ne pas être conscient de ce que les politiques font. Parce qu'on remplace ce qu'ils sont en train de faire. Donc c'est normal, mais on n'est pas politique. Et on ne sera jamais politique. Mais on nous comprend mal. Mais je crois que c'est l'occasion que vous nous donnez pour préciser ça. Donc, en réalité, Ibrahim Boubacar Keïta a été considéré dans une évaluation indépendante bien avant le M5. Bien avant le M5. Après avoir fait 8 mois d'enquête, d'atelier d'initiation sur la crise sociale globale dans tous les partis politiques importants du Mali, on s'est fait l'idée de quelles sont les ressources, 3 ou 4 ou 5 personnes que l'on peut avoir dans une base de données pour faire la transition de l'ère médiévale de la démocratie à la nouvelle ère d'espoir démocratique. On a cherché avec la torche. On a trouvé très peu. Les intellectuels sont dans la léthargie intellectuelle, même s'ils sont dans des partis politiques. Un chercheur ne peut pas être dans un parti politique. Ce n'est pas normal. Ceux qui sont des anciens chercheurs et qui vont dans la politique, ils perdent leur capacité d'analyse indépendante. Nous, aujourd'hui, on est indépendants. On va vous dire notre appréciation de la crise après l'échec du programme de communication du M5 le 19. Et quelle analyse faites-vous de cette crise-là, justement? La crise, elle est réelle. Ibrahim Boubacar Keïta, il n'y a aucun doute là-dessus. Il y a un consensus du côté des Haïdra et des Duco. Il y a un consensus que nous sommes dans un système de médiocre gouvernance. Ça, une médiocre gouvernance sociale et culturelle, une médiocre gouvernance économique et d'entreprise, une médiocre gouvernance administrative et politique, et une médiocre gouvernance régionale et globale. Ça, il y a un consensus là-dessus. Mais la description de la cause n'est pas connue, n'est pas appréciée. Et si le M5 ne connaît pas bien le début des choses comme il faut, il vous amènera vers l'échec. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc nous avons évalué le M5 dans ce qu'il nous a montré, le spectacle qu'il nous a montré le 19, qu'ils viennent avec une stratégie élaborée par le comité stratégique, j'ai appris, le comité stratégique, et on vient avec une stratégie, on la change d'une certaine manière. Ça peut changer une stratégie en fonction de... Mais l'imam Diko a décidé que les gens ne montaient pas à couloir, que j'apprécie énormément. Parce que nous, on n'était pas d'accord pour une deuxième marche. La marche du 5 juin était largement suffisante. Ibrahim Boubacar Keïta était finissant. Donc, il est affaibli. L'IN rentre dans le parc pour trouver la chèvre. Et puis, tu l'amènes sur un système de meilleure gouvernance. Tu l'amènes sur le principe de leadership inclusif et partagé. C'est-à-dire qu'Ibrahim Boubacar Keïta a une loi qui ne lui permet pas, lui, de prendre l'exécutif dans sa globalité. Il partage ça avec le Premier ministre. Et le Premier ministre aussi partage avec 3 ministres d'État. Un ministre d'État chargé de la défense civile, un ministre d'État chargé de la défense économique et un ministre d'État chargé de la défense militaire.
À vous attendre. Oui, justement, je vous laisse juste terminer rapidement. Non, c'est que Ibrahim Boubacar Keïta a fauté. A fauté, justement. Maintenant, quand il a fauté, tous les ministres de 99 à aujourd'hui ont tous fauté. Tous les ministres. Il n'y a eu aucun ministre dans le gouvernement qui a regardé sa responsabilité dans la loi 04051 pour développer son programme de défense stratégique de la nation dans son secteur. Aucun des ministres, aucun premier ministre. Justement, tout à l'heure, revenons au M5-RFP, vous avez parlé justement de la stratégie qui a changé. Est-ce à dire, à vous entendre parler, que M5-RFP est déjà à bout de souffle? Et non, en tant qu'analyste indépendant, ça manque de cohésion. Non, ça manque d'organisation et de méthode. C'est-à-dire que la désobéissance civile, elle est légitime. Mais la désobéissance civile, sans la bonne organisation et la méthode, nous conduit à l'échec. Justement, vous dites que ça manque de méthode et de stratégie. Est-ce que cela est étonnant quand on voit le M5-RFP, que c'est un panier de crabes, hommes politiques, religieux, société civile? Écoutez, on va dire la vérité. Vous êtes à Djougou Mayablon. Il y a des gens qui ne méritent pas d'être dans le directoire du M5 ou d'être associés au directoire du M5. On les habille à l'action. Ils ont le pantalon trouillé. Et en aucune manière, il ne faut pas qu'ils gardent l'illusion. Ils ne reviendront plus devant la scène pour faire ce qu'ils croient qu'ils vont faire pour se rattraper. Ça n'existera pas. Si nous sommes des scientifiques, si on dit aujourd'hui que Ibrahim Boubacar Keïta dégage, Ibrahim Boubacar Keïta dégage avec ses hommes et ses femmes, son environnement immédiat, je te donne le second round, c'est de faire dégager ceux qui ont dégagé Ibrahim Boubacar Keïta, comme en Côte d'Ivoire, avec le général Obergué, le balayé. Justement. Ça, c'est obligatoire. Il nous faut 2 lavages. Un premier lavage qui va enlever ceux qui sont proches de Ibeka et Ibeka, et un deuxième lavage qui va les enlever et laisser la place à la nouvelle génération. Moi, j'ai 73 ans. Pas nous, mais la nouvelle génération. Donc, nous sommes des indépendants. On fait l'analyse avec tout le respect que nous avons pour l'imam Dicko et nous continuerons toujours à maintenir des relations avec l'imam Dicko parce que nous partageons des analyses fondamentales sur la crise sociale et culturelle du Mali. Justement, quand on vous prend en tant qu'acteur de la société civile, aujourd'hui, quelle analyse faites-vous réellement quand vous voyez les acteurs politiques qui ont dénoncé l'implication des religieux sur le champ politique font alliance aujourd'hui avec ces mêmes leaders religieux? Oui, mais vous savez, les politiques au Mali sont de déviations comportementales avérées par rapport à l'intégrité et de pratiques évidentes de fraude, de dissimulation et de blanchiment. Ils sont en train de tromper les civils qui normalement devaient se retrouver dans le réseau de coordination d'action citoyenne pour la défense du droit civil et politique dans ce cas, la bataille. Mais quand vous voyez que ce sont eux qui dirigent les civils pour aller à l'atteinte de leur objectif, les civils n'ont pas à se tromper. Ils ne pourront pas réaliser leur objectif de la dignité retrouvée, la grandeur de la société restaurée, la croissance économique relancée et la rémunération révalorisée, et puis les objectifs du point de vue sécurité, n'est-ce pas, pour minimiser les risques de menaces d'attaque sur leurs biens, la contribution sociale, la contribution économique, la contribution sécuritaire. Ils ne pourront pas l'avoir avec ces gens-là. Donc, nous avons une évaluation sévère de la manière dont les crabes là sont venus pour remplir le panier. Professeur Abdoulaye Niang, vous êtes pour la dissolution de l'Assemblée nationale ou contre? Vous savez, quand vous êtes chercheur, et vous laissez les politiques juger leur politique. L'Assemblée nationale, on était à l'Assemblée nationale, on a été reçu par le président de l'Assemblée nationale avec certains de ses collègues à 11h. On a passé une heure et demie de temps. Parce que nous sommes des chercheurs, on mutualise les connaissances. Et cela se doit dans la persévérance. On va continuer avec eux. Si l'Assemblée est dissoute aujourd'hui,
il y a des problèmes réels. Si elle est dissoute, il faut attendre au moins 6 mois pour la reconstituer. Sinon, ce seraient les mêmes gens que vous pensez ne doivent pas être là. Parce que leur paillasson financier est plus gros que les autres. D'après les juristes qui ne nous donnent pas une analyse tranchée, on peut dissoudre l'Assemblée. Mais ce que la CEDEAO, peut-être si je me permets, ce que la CEDEAO a proposé semble constitutionnellement pas possible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas organiser des élections partielles si ce n'est pas en cas de décès ou de démission, mais de décès généralement. C'est ce qu'on a vu, qu'on a remplacé souvent, même cette commune-là, ça a été le cas. Donc, il est peut-être bon de s'asseoir et d'analyser la situation de la crise. La situation de la crise n'est pas les députés, n'est pas même le Premier ministre. Il y a eu 6 changements de Premier ministre, si je ne me trompe pas. Peut-être qu'il y en a eu beaucoup plus que ça. Mais certains ministres ont changé peut-être 10 fois. Parce que les responsabilités ne sont pas définies. Les responsabilités, par exemple, des ministres, du Premier ministre et du chef de l'État sont définies dans la loi. Le président, maintenant, il est président du Conseil de sécurité nationale. Mais je sais que c'est Djibril Maya qui a poussé Ibeka à appliquer cette partie de la loi. Les hauts fonctionnaires sont là. Dans les ministères, ils ne font pas le travail. L'Assemblée nationale, la vérité est que l'Assemblée nationale, généralement, n'est pas dotée de suffisamment de ressources humaines du point de vue analyse stratégique. Leur capacité d'analyse stratégique est très faible. Et on est convenu aujourd'hui, avec le président de l'Assemblée nationale, qu'un partenariat entre le Centre sénégalais d'études stratégiques et ces autres structures de Ouima Bloom pour renforcer leur capacité dans l'analyse. Revenons justement au Centre sénégalais. Oui. Si c'est le cas, ce n'est qu'un ouf de soulagement. Là. Pendant le Centre sénégalais, justement, le Centre sénégalais, on sait que vous avez une compétence en réflexion, vous avez aussi une compétence en facilitation. Aujourd'hui, le pays traverse une crise. Il y avait 2 camps, pour ne pas dire aujourd'hui 2 camps présidentiels, le camp de l'opposition. Ce Centre sénégalais, dont vous êtes le directeur exécutif, c'est vrai que c'est la société civile. En tant que facilitateur, en tant qu'homme qui ont des pensées de réflexion, qu'est-ce que vous avez apporté pour pouvoir asseoir les 2 camps pour discuter? Écoutez, des fois, on reste jusqu'à 1h du matin, en train de partir dans notre méandre de facilitation. La facilitation est officielle, publique, mais il y a d'autres qui sont officieuses. Voilà, à l'ombre. Donc, le représentant de l'Union africaine qui a été mon collègue, qui a été mon président, quand j'ai dirigé l'équipe qui a relancé la communauté économique des États de l'Afrique centrale en 1998, nous avons été le voir et nous l'avons harcelé récemment pour le rencontrer. Demain matin, on rencontre la CEDEAO. J'étais représentant auprès de la CEDEAO de 2007 à 2009. Donc on va aller rencontrer la CEDEAO. Et nous avons établi des contacts avec l'autre camp, mais surtout Makiba et mon jeune frère Haïdra de Bankouni. Et Imam Diko, le jour où il a fait le point de presse, il nous a reçus chez lui à Badlabou. Et il y a des membres prééminents du M5 qui viennent ici ou qui nous appellent pour qu'on échange. Et on leur donne des conseils. Donc la facilitation est en cours. Et nous ferons le devoir d'aller voir le M5 après avoir rencontré peut-être la MINUSMA. Comme je dis, la CEDEAO, c'est ce domaine. Et donc, le mieux aussi, c'est que nous sommes avec vous dans la radio pour faciliter la compréhension de vos auditeurs, pour leur dire cette vérité. Et des fois, qu'est-ce qu'il a voulu dire l'autre jour là? Bon, donc, il y en a qui m'appellent. Ils demandent à la radio mon numéro et ils m'appellent. Bon, nous sommes, les visites sont à la maison aussi, les gens viennent.
Et ici, au bureau, ici, c'est toujours rempli. Donc, nous avons le rôle de facilitation de guest speaker et nous sommes très actifs sur cet WhatsApp. Et c'est dur parce que quand tu parles de... Je parle de l'aménagement. Le mandat a été renouvelé. Et je félicite, je dis, ça c'est une très bonne chose. Et alors, bien, voilà, il est acheté, c'est l'ennemi du machin. Non, ce n'est pas vrai. Il n'y a aucun pays au monde qui peut avoir une organisation des Nations Unies d'une telle importance et de la sortir. La sortie, justement, professeur, aujourd'hui, dans les tracasseries, on parle d'un gouvernement d'union nationale, d'un premier ministre de consensus, d'un premier ministre plein pouvoir. Selon vous, est-ce que toutes ces solutions sont des pistes de sortie de crise? Non. Vous savez, si tu ne connais pas le problème comme il faut, tu ne peux pas solutionner. On a besoin d'un premier ministre qui respecte la loi, qui va faire un plan de défense stratégique de la nation comme c'est prévu à partir du 1er juillet, par exemple, demain, au 30 juin 2021. On a besoin d'un Premier ministre qui a été choisi en fonction de sa fonction, en fonction de sa responsabilité. Donc qui a la compétence, qui n'est pas un politique, qui est un planificateur, qui est un facilitateur, le mot que tu as utilisé tout de suite, qui est un modérateur, qui sait animer une équipe, qui prend la vision. Parce que ce n'est pas les politiques qui vont développer la vision, ce sont les chercheurs qui les aident à développer la vision. Il applique une stratégie et il applique un modèle avec des objectifs qui répondent à la demande du citoyen en 4 R. Comme j'ai dit, la dignité retrouvée, la grandeur de la société, la croissance économique relancée, et puis la rémunération revalorisée, et puis la sécurité. C'est aussi simple que ça. Donc, si tu prends de larges consensus, ou de larges ouvertures, ou de je ne sais pas quoi, c'est de la politique. En période de guerre, on n'a pas besoin de faire de la politique. Ce dont on a besoin, c'est d'être véridique, de se regarder les yeux dans les yeux. Un Premier ministre qui dit au président de la République, non, monsieur le président, ceci nous conduit à une solution sous-optimale. On ne répond pas à la demande du citoyen. Mais si tu penses que, si tu dis ça au président qu'il va te renvoyer, mais il va te renvoyer, il va pas se mettre. Parce que la régionalisation dont on parle, les régions États dont on parle, et la globalisation dont on parle, le Mali désormais ne sera pas un pays pauvre, le Mali sera l'un des pays les plus riches. D'abord avec les capacités de création de croissance économique que nous avons à l'heure actuelle, avec les mines d'or. Donc 45% de la richesse qui est générée par ces multinationales, eh bien 45% reste au Mali, mais en réalité 25% va dans la poche des ménages. Sinon, même les 45%, ce qui reste avec l'État pour faciliter le développement, la croissance, c'est les taxes, impôts et compagnie. Selon vous, pour pouvoir vraiment mettre fin à cette crise, pour que le Mali puisse se reposer dans le Conseil des Nations, qu'est-ce qu'il faut faire en urgence? Il faut aller au fédéralisme à la malienne. C'est-à-dire, on prend acte que Kidal est une région-État, que Kidal est une fédération de régions-États du Mali, de l'Azawad, mais qui est à l'intérieur du Mali. Azawad, notion politiquement impossible, mais stratégiquement inévitable. Après la perte, après la bataille perdue à Kidal en 2014, entre l'armée malienne et les forces combattantes de l'autre côté, c'est terminé. On a égorgé les préfets. Eh bien, on a perdu. C'est-à-dire Kidal a eu sa souveraineté économique à travers l'avenant, mais aussi, que moi aussi, dans ma région de Kenya, j'ai le même privilège que Kidal. Si Kidal a quelque chose de bon, c'est bon pour moi aussi, je l'applique. Si on faisait ce que Kidal a mis dans l'avenant en 2015, le 20 janvier, le 20 juin, si on avait dit ça, Kenya avait appliqué, les gens de Kenya n'étaient pas des peureux, ils allaient avoir 150 milliards par an. Gungoto allait avoir 3 à 4 milliards par an, alors qu'ils sont 0 francs aujourd'hui, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas d'électricité, ni rien. Donc ce qu'il faut,
il faut appliquer l'accord de façon intelligente. Ce qui est bon dans l'accord, il faut l'appliquer. Et il nous faut aller vers le modèle, la stratégie que nous avons développée, la vision que nous avons développée de déconcentration, de relations co-entrepreneuriales et de décentralisation pour une prospérité partagée reposant sur les trépieds stabilité, paix et sécurité. Et chaque région a des exécutifs locaux ici de la population locale avec un gouverneur élu au suffrage universel direct, assisté de 14 à 18 ministres. À Bamako, ici, tu as un premier ministre, 3 ministres d'État et tu élèves les ministères, tu les rabaisses au niveau des secrétaires d'État. Et puis on laisse les gens aller travailler chez eux. Ceux qui veulent être président là, il n'y a qu'un seul siège à Bamako. On ne peut pas. 2 personnes ne peuvent pas faire parce que c'est le siège du milieu. Maintenant, il y a un tel siège dans chaque région État, peut-être 20 à 25 régions, qui aillent chercher ces sièges-là. Il n'y aura pas de poste de ministère ici, à part les 3 ministères d'État. Il y a 14 à 18 ministères dans la région État de Sibou, dans la région État de Bougni, dans la région État de Kenya, dans la région État de Kidal, dans la région État de Kaï, ils n'ont qu'à aller chercher là-bas. Sinon, ils n'ont qu'à aller cultiver, ils n'ont qu'à aller travailler autrement que de faire de la politique pour gagner leur vie. Ça ne va pas continuer. Et ceux qui ont amassé de l'argent malhonnêtement, y compris si c'est le cas pour le président Ibrahim Boubacar Keïta, je dis bien si c'est le cas pour Ibrahim Keïta, il doit être jugé après avoir accompli son mandat. Merci, professeur, chers téléspectateurs. Ainsi, sur cette note de notre invité, que nous vous disons, on se dit au revoir. Sachez que notre invité d'aujourd'hui était le professeur Ablaye Niang, directeur exécutif du Centre Sénène. Avec lui, nous avons débattu des questions d'actualité. À très bientôt pour notre émission. Portez-vous bien. D'ici là, que Dieu bénisse le Mali. À très bientôt. Au revoir.